Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui, épisode 27 des Têtes dans le Cloud, on se rapproche de la trentaine, bravo à tous, et on va en profiter donc du coup pour accueillir deux nouvelles têtes. Quoi je vais dire ça comme ça, je suis obligé, Benjamin, donc on a un grand retour quand même, ça fait un moment qu'on était obligé de te faire des petites dédicaces. C'était bien ça, il y a pleine lune. Je suis là, je sais que tu étais là, toujours trouver une excuse, on les a toutes listées tout à l'heure pour ne pas venir, mais merci de revenir avec plaisir. Benjamin, toi qui as lancé l'émission avec nous au tout début, il faut faire tourner 3 ans maintenant, c'est ce qu'on disait, et on va accueillir Lilia aujourd'hui. Alors Lilia, j'avais dit que je ne te laisserai pas te présenter, donc je vais te présenter. Tu vois, je vais respecter ma parole pour une fois. Lilia qui nous revient, qui vient compléter Benjamin dans le propos pour aborder une grosse thématique aujourd'hui. Lilia, on va parler de MCP Server, c'est ça, et je te laisserai toute la main là-dessus. Donc au sommaire du jour, du coup je me suis un petit peu avancé. Alors je vous rappelle une chose aussi, c'est que cet épisode 27 faisait suite à un épisode spécial qu'on a eu la dernière fois avec nos amis d'Orange Cyberdéfense sur la sécurité de la donnée. Super épisode, j'étais pas là, mais j'ai écouté, qui était extrêmement riche, et du coup que je vous encourage à regarder. On est sur un épisode un peu plus léger aujourd'hui, parce qu'on a passé pas mal d'annonces dernièrement, l'Ignite a été bien couvert, on a eu l'épisode spécial sur PureView, et du coup voilà, on a fait 3 grosses thématiques assez intéressantes. Alors, il y a quand même cet univers Copilot qui continue à s'animer, et du coup, on va faire le petit What's New for Copilot avec Kevin. Romain, tu vas nous parler. Alors, tu as choisi un titre magnifique, mais pas très clair. Power Mythbuster. Je n'en dirai pas plus et je te laisserai l'explication de ta thématique sur les enjeux Copilot Studio, Low Code et peut-être Vibe coding, I don't know. C'est-à-dire que j'ai 10 minutes pour trouver quoi dire. Exactement, il faudra trouver d'où sort ce magnifique titre. Et on finira avec un sujet que je suis content d'aborder. Yes. Donc on a Fabric et Power BI qui s'agentisent. Voilà, on va parler notamment de MCP Server. Aujourd'hui, on voit souvent des news, des infos sur ce sujet-là, sur LinkedIn, de personnes qui partagent leur retour d'expérience sur ces premières expérimentations du monde agent appliqué à la data. Je suis ravi qu'on puisse le couvrir. On démarre tout simplement. Yes. Kevin, alors on est au mois de décembre 2025. What's new for Copilot? Alors des nouveautés qu'on avait annoncées qui tombent. Alors le premier, c'est le mode GPT-5 de Copilot devient le mode par défaut. Ok. Et ils ont un peu ajusté l'expérience. En fait, avec GPT-5, quand avant on mettait on, il fallait prendre en compte quand même la capacité de GPT-5 de choisir. Est-ce qu'il utilisait des réponses rapides ou un raisonnement? Donc il fallait le forcer un peu dans le prompt, il fallait le prendre en compte en disant je veux que tu prennes du temps ou je veux que tu répondes vite pour pas avoir la mauvaise surprise si jamais tu attends quelque chose de bien précis. Parce que sinon c'est lui qui décide. Et si tu attends une réponse rapide et il se décide de prendre 5 minutes pour te répondre, c'est un peu problématique. Alors aujourd'hui, quand ils ont mis le mode GPT-5 par défaut, en fait il y a quand même le bouton en haut à droite. Quand tu cliques, tu peux choisir l'expérience que tu veux dans ta conversation avec Copilot. Est-ce que tu veux laisser le mode automatique et que du coup c'est Copilot qui décide? Ok, donc toujours qui décide. Voilà, rapide ou réfléchi. Ou est-ce que tu cliques sur réponse rapide ou réponse approfondie pour que par défaut, peu importe ce que tu vas lui demander, ça sera que ça dans la conversation. Rapide ou approfondie. Donc ça c'est cool. C'était en cours de déploiement entre le 4 décembre et le 8 décembre. Donc normalement c'est disponible pour tout le monde si vous êtes sur le current channel. Et comment tu justifies ça d'un point de vue expérience utilisateur? J'ai toujours du mal à comprendre aujourd'hui ce choix qu'on laisse à un moment de forcer ou pas. Quels sont tes drivers qui disent en fait non, il faut un truc pas si rapide, il faut qu'ils réfléchissent un peu plus. Tu vois par exemple moi quand je vais itérer assez rapidement sur fais-moi un brief sur ce client que je vais voir lundi et ça j'ai pas besoin en fait j'ai besoin qu'il me restitue l'information très rapidement. Oui, j'ai pas envie qu'il fais-moi un brief. Ouais. Mais tu lui as pas dit fais-moi une étude approfondie. Non, tout à fait. Mais si jamais je lui dis explique-moi le contexte de ce client-là, par exemple, là c'est pas très explicite. En fait, ce contexte, ça veut dire plein de choses par rapport à moi, mes personnalisations que j'ai mis côté Copilot. Côté Copilot, dans la personnalisation, j'ai mis que j'étais, je faisais du conseil, etc. Donc, il peut partir du principe que si je lui demande des explications d'un contexte client avant que je parte en meeting, que par rapport à mon profil et mes préférences, ça peut valoir le coup de détailler. Moi, pas forcément, en fait. Donc, moi, ce qui me dérange dans ce bouton, c'est que ça encourage les mauvaises pratiques. C'est qu'en fait, par défaut, qu'est-ce que tu as envie d'avoir? La réponse la plus intelligente, on va dire, la plus consistante. Et du coup, tu as tout. Enfin, j'imagine, et en tout cas, moi, je pourrais avoir ce réflexe des fois à vouloir un peu toujours mettre
le raisonnement avancé. Parce que j'ai l'impression. Dans ma tête. Ah bah non, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression, enfin moi c'est un ressenti, qu'on va survoler des fois le sujet quand on est dans la réponse rapide et qu'on aura plus de réflexion, donc des points on va dire plus précis quand on a le raisonnement avancé, et je me demande si ça encourage pas un peu à ça, et finalement aussi d'un point de vue GreenOps, tu vois, surutilisation des modèles IA, de dire bah tu peux avoir le raisonnement plus avancé, donc le modèle le plus consommateur. À partir du moment où tu le laisses ouvert, t'as plein d'usagers qui peuvent finalement par défaut le laisse. En plus, est-ce que quand tu le laisses, maintenant il est activé toujours ou à chaque prompt, à chaque nouvelle conversation, tu dois conversation dans donc il reste pas. Après, c'est un bon point. Honnêtement, ça va pas toutes les règles en termes de prompt, en fait, tout le monde les maîtrise pas encore. Et du coup, mon conseil, c'est quand même quand tu maîtrises pas, t'as pas mis ta personnalisation et tout correctement, c'est quand même d'aller sur des réponses plutôt rapides pour voir où il part. Parce que s'il fait un raisonnement approfondi, mais ta demande est un peu bancale, tu auras un raisonnement approfondi sur quelque chose de bancal et tu seras quand même déçu dans les deux cas en fait. Ça te garantit pas le raisonnement approfondi. Ça te garantit pas avoir une bonne réponse. Si ton entrée est mauvaise de toute façon. Ouais, mais moi je suis d'accord avec Kevin, c'est qu'on le voit même côté Copilot Studio, les débutants, ils forcent en GPT Reasoning. Moi, quand j'aide des gens à progresser en Copilot Studio, je regarde le modèle qu'ils utilisent, je fais mais pourquoi t'as mis GPT Reasoning ? Enfin, ils me disent en plus c'est long, c'est pas ce que je veux, c'est déceptif, il a mis 3 plombs pour me dire ça. Je fais c'est ce que tu lui as demandé. Oui, voilà, mais en fait, c'est vrai que c'est un sujet d'acculturation. Le deep reasoning, ça demande des prompts structurés et réfléchis. Sinon, il va partir dans un raisonnement long, seul et faire des choses que tu ne veux pas. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, si tu sais pas, reste en auto, en fait. Ouais. Reste en auto. Parce que GPT-5, j'ai aussi vu des gens mettre le chat, on appelle GPT Chat, la version rapide. Et dire, comme ça, il me répond plus vite, mais du coup, c'est pas bien pour les questions complexes. Oui, tu lui as interdit de réfléchir. Ouais. Donc, en fait, moi, à un débutant, je dis à un débutant, reste en auto, découvre ce qui se passe quand tu fais des prompts plus ou moins complexes, mais parce que nous on vient du début, ça a 18 mois tout ce qu'on parle, parce qu'il faut rappeler peut-être que l'IA moderne a 18 mois, mais moi au début il fallait dire à l'agent raisonne pour me répondre. Et c'est vrai que moi je viens de cette vieille population vieille de 18 mois, trop un ancien. Voilà, c'est ça, à qui j'ai appris à dire à l'agent j'ai besoin que tu réfléchisses ou que tu raisonnes. C'est vrai que moi j'ai encore ce réflexe, mais les nouveaux qui débarquent, je leur dirais restez en auto, vous le verrez de vous-même quand il va raisonner et ce qui se passe, quoi. C'est exactement ça, en fait, la qualité, peu importe la qualité du modèle, en fait, ça va pas garantir par rapport à ta demande qui va être mauvaise. Et en fait, pour les débutants, il faut conscientiser ce qu'est le prompt, déjà, être conscient de ce que tu es en train de faire. Personnaliser, et ensuite, tu peux faire... Moi, par exemple, j'utilise rapide ou approfondi, ce que je sais, en fait, ce que j'attends de lui. Ouais. Tu vois. Mais non, donc, c'est quand même mon pressentiment, c'est que ça peut encourager les mauvaises pratiques. Ouais, mais alors que tu vois, notre job, du coup. Alors que moi, je me vois, genre, comme je vois pas trop la diff encore, je le laisserai en automatique et si je vois qu'il va pas assez loin, là je lui demanderai est-ce que tu peux peut-être un peu plus réfléchir, creuser le truc et tout, et je ferai comme ça, mais parce que de base je sais pas si ce que je veux c'est une réponse rapide ou raisonnée en fonction de ce qu'il va me donner, quoi. En tout cas ils ont laissé le mode, c'est pas juste on pour les personnes qui sont plus avancées, ils peuvent choisir du coup l'expérience qu'ils veulent avoir en phase 2. Donc ça c'est top. GPT-5 en mode par défaut, du coup c'est ça. Donc on peut plus revenir au modèle d'avant. Non, c'est fini. Du coup, deuxième nouveauté, c'est la mémoire côté Copilot qui a évolué un petit peu. En fait, en termes de personnalisation, Copilot proposait déjà deux choses. La personnalisation, en gros, un peu ce que toi tu aimes, tu lui expliques j'aime ce type de réponse et tout, et Copilot prend ça en compte. La mémoire, on pouvait lui dire souviens-toi que j'aime cette structure de compte rendu, et la prochaine fois que tu fais un prompt très simple, fais-moi le CR, il se souviendra que tu aimes cette structure-là. N'oublie pas que je suis assez rigoureux, j'aime bien que ça soit cadré. Voilà, surtout le mardi. Donc ça c'est la mémoire. Et ils ont rajouté maintenant la prise en compte de l'historique de tes conversations. Ça c'est trop bien. La mémoire. Donc ChatGPT le faisait déjà depuis plusieurs mois. Maintenant c'est pris en compte. C'est une fonctionnalité frontière. Donc ça veut dire que les entreprises qui n'ont pas activé le programme frontière dans leur administration ne le verront pas encore. Okay. Donc c'est juste une bêta publique, on va dire, pour le moment. Ça fonctionne plutôt bien. Par contre, la contrepartie, c'est que ça va prendre en compte tout ton historique. Donc des choses qui n'ont pas trop d'intérêt par rapport à ton métier, parce que tu as demandé quelque chose... Genre comment faire un bœuf bourguignon, par exemple.
par exemple. Peut-être j'ai demandé ça parce que j'avoue. Et alors, non, mais t'as raison, parce que c'est souvent ce qu'on vit côté plateforme publique, quand tu testes sur Claude, ChatGPT, etc. T'as parlé tellement de choses que des fois, il te ressort des choses, enfin, des liens, mais qui n'ont pas de lien, en fait. J'ai vu sur Gemini, moi, en plus, il se déclenche sans faire exprès sur mon téléphone, ce qui fait que j'ai des tonnes de conversations que je fais je veux pas prévu de... Et du coup, il y a deux moyens de contrecarrer ça. Il y a la mémoire déjà en disant, si jamais il répond, bon, souviens-toi que d'ignorer cette conversation-là. Sinon, il y a... Mais tu dois lui dire. Tu peux lui dire, sinon tu as la fonctionnalité des conversations éphémères qui sont déjà là depuis quelques mois, mais du coup, tu peux démarrer une conversation, par exemple pour ta recette de bœuf bourguignon, tu sais que ça n'a pas d'impact avec le Power BI, derrière. Enfin, je pense pas, du coup. Après on peut... Non, tu peux, voilà. En fait. Et du coup, tu peux, à côté du crayon, cliquer sur conversation éphémère, et elle sera pas historisée, ça n'a pas d'impact dans la mémoire. Ok, donc c'est du one-shot. C'est du d'analyse ad hoc. Est-ce que tu peux nous faire le lien Vas-y. Avec les annonces qu'on a eues récemment avec WorkIQ. On en a beaucoup parlé lors de l'épisode spécial Ignite, l'annonce de cette nouvelle couche de contexte. Est-ce que ça en fait partie ? Ça en fait partie parce que du coup dans WorkIQ, donc pour rappel, c'est tout ton contexte de travail dans l'écosystème Microsoft 365. Donc WorkIQ, tu as la personnalisation. Toi, qu'est-ce que tu veux que Copilot retienne de toi ? Ça, c'est le premier exemple par argument que tu as donné. C'est ça. Quand tu lui dis j'aime bien tel template. Voilà. Ça, c'est à la mémoire ensuite. Et tu as l'historique de conversation et ensuite tu as tout ton graphe Microsoft 365, les interactions. Donc c'est bien une feature qui permet d'alimenter WorkIQ. Qui constitue le WorkIQ, tout à fait. Très clair. Tout à fait. Bien joué. Et donc le WorkIQ, on le réexplique parce que ça avait été annoncé, on a eu du IQ. Mais c'est pas si simple à comprendre. C'est pas si simple à comprendre, étant dans le milieu. Mais c'est bien ces ensembles de fonctionnalités. Qui c'est pas un produit en tant que tel, c'est une couche d'abstraction qu'on a en un espèce de middleware où globalement on a aujourd'hui de l'info contextuelle autour de toi, de tes demandes, donc c'est composé par le graphe, à savoir toutes les interactions que j'ai dans mon écosystème Office 365, par tes préférences que tu exprimes à ChatGPT, à Copilot, excusez-moi, petit lapsus, et maintenant du coup ton cache, ton historique. Et du coup Copilot est plus pertinent même dans ses suggestions, et aujourd'hui de plus en plus il te suggère même l'utilisation d'agents, parce qu'il pense que cet agent par rapport à ta demande, par rapport à ce que tu attends et toi tes préférences, il fera mieux le job que lui. Ok. Donc c'est plutôt cool. L'avant-dernière nouveauté, c'est les notebooks. Donc les notebooks Copilot, c'est une fonctionnalité qui a été annoncée pendant le printemps. En gros, ça te permet de constituer tout un tas de connaissances issues de pages loop, de documents, de liens web, de bloc-notes, OneNote, etc. Et après, tu peux interroger par rapport à cette connaissance-là. Donc tu crées une sorte de base de connaissances. Ouais, c'est un peu l'antichambre des agents, parce que du coup, tu constitues quand même une base de connaissances. Mais l'idée, c'est que par exemple, moi, je creusais la partie sécurité, etc. Bah, tu mets toutes tes veilles, tout à l'intérieur. Et ensuite, tu interroges et tu converses là-dedans. Donc, ça t'évite de créer un agent juste pour ça. Le problème des notebooks, c'était que c'était une fonctionnalité qui avait l'air d'être ultra collaborative, mais c'était privé, restreint pour toi. Donc, pas si collaboratif. Alors, tout laissait à croire que c'était quand même un truc assez sympa. C'est le principe du truc, on prend tous nos notes, derrière on fait ce notebook et on peut en parler. Alors, ce qu'ils ont fait, on avait eu l'info au MVP Summit en début d'année, c'est qu'ils ont regroupé l'expérience Copilot Notebook avec les bloc-notes OneNote. Ok. Alors, c'est intégré, mais pas vraiment intégré. Donc, c'est-à-dire, dans l'application OneNote, aujourd'hui, il y a deux rubriques. Il y a les Copilot Notebooks qui sont en haut, et il y a les bloc-notes OneNote plus traditionnels qui sont en bas. Les deux ne se parlent pas. Mais c'est au même endroit. Et du coup, les bloc-notes, on peut enfin, les notebooks Copilot, on peut enfin les partager. On peut pas les drag and drop dans l'autre du dessus. Non. Mais par contre, tu peux récupérer des bloc-notes OneNote et les mettre à l'intérieur de ton notebook. Mais donc c'est toi qui fais le choix, un moment parmi toutes tes notes, de dire ça, c'est un moment quelque chose qui doit être une base de connaissances parce que je vais l'interroger. C'est ça. En gros, c'est est-ce que je veux avoir Copilot ou pas dans mes notes que je constitue. Est-ce que je veux avoir d'autres personnes. C'est un peu ça. L'expérience utilisateur aujourd'hui, elle est clairement perfectible et on risque de perdre des personnes entre le concept de bloc-notes normaux, traditionnels en fait avec OneNote et les bloc-notes que tu crées maintenant avec Copilot. Alors déjà, je pense que si on va à l'étage en dessous demander à qui c'est que ça existe, on OneNote pas... Non, OneNote. Mais utilise OneNote. Justement, même OneNote, Loop et Notebook. Et on va demander à l'étage d'en dessous où on déjà, a tous les collabs. Je pense que les notebooks, c'est le nom pour un ordi, non ? Non, les notebooks, c'est les notebooks Python en fabrique. Aussi ça. En fait, le nom est très... Et d'ailleurs, mon notebook veut tout et rien dire. C'était un des sujets qu'on avait remonté à Microsoft au Summit, justement, en disant, mais en fait, le concept de
notebook, plus les notebooks Python, plus les notebooks OneNote. C'est pas Google qui a sorti ça en premier avec ce terme-là, qui a appelé ça les notebooks. Alors il y avait Google, mais il n'y avait pas que Google. Je sais pas, je pense pas que c'était les premiers. Pour moi, c'est Google qui a sorti Notebook, qui était ce côté un peu. Notebook LM. Je dis Notebook LM, ouais, c'est ça. C'était Google ça ? Ouais, je crois. Ok. Surtout que moi au début j'ai cru que quand ils ont parlé de ça, ils parlaient des ordi portables avec du Copilot dedans, tu vois. Enfin, c'est Google, Antoine. Après, j'avoue que ça, j'ai aucun client qui m'ont dit, qui ont fait l'allusion avec les PC, mais c'était souvent... savaient pas que ça existe, je pense. C'était souvent Notebook LM. Et c'était souvent Notebook One. Ouais, dans Fabric, ça existe. Il n'y a que les clients qui ne regardent pas l'émission qui ne savent pas que ça existe, puisque tu en as parlé plusieurs fois. Mais il y a un sujet en tout cas qui est. Après, tu vois, entre savoir que ça existe et en avoir le besoin, aujourd'hui, moi, à aucun moment dans ma journée, alors peut-être parce que je ne l'ai juste pas expérimenté, et peut-être que je me dirais c'est dingue. Tu prends pas assez de notes. Alors, ça c'est pas faux, ça peut être un vrai sujet d'usage, mais. Désolé, c'est vrai. Benjamin fait référence au fait que je suis connu pour ne pas prendre beaucoup de notes. Non, mais moi j'ai un use case pour la partie vraiment aussi PC qui contient le LM. Ça fait en l'espace de 2 semaines, on a eu 2 demi-journées où la moitié d'Internet était par terre et donc la moitié des IA étaient indisponibles. Là, il faut prendre des notes. T'es content d'avoir tes notes. Là, t'es bien content d'avoir tes notes, et surtout si t'as une IA locale dans le PC en SL, en Small Language Model, t'es bien content en fait. Alors, donc c'est une IA locale, parce que si toutes les IA tombent, au final, t'es pas local, ça reste du Copilot. Okay. Après, pour clôturer sur ce point-là, il y a un travail d'adoption à faire, mais je pense que c'est un moyen de réconcilier un petit peu aussi les concepts de loop, parce que dans loop, il y a des workspace loops qui sont pas très connus, pas très bien adoptés. Et je pense que le monde qui manquait entre OneNote et Loop, je pense que les Copilot Notebooks peuvent répondre à ce problème-là. Ça peut être un moyen de faire aussi réapprécier OneNote en soi, parce que moi je suis un énorme frustré de OneNote. Mais j'arrive pas. C'est génial OneNote. C'est l'outil avec lequel j'ai le plus de problèmes dans l'écosystème MS, parce que je sais qu'il est puissant, mais j'ai jamais su m'en servir. C'est-à-dire que moi, c'est du vrac total. Et en fait, vu que j'ai jamais vu un master OneNote qui m'a dit, mais en fait, ton orga, elle doit être comme ça et c'est hyper simple, par sujet, par topic et tout. Genre, tu verrais, j'ai 1 milliard d'onglets, ça n'a aucun sens. J'ai 3 fois le même onglet. C'est pas facile. Il existe déjà. Le seul truc, c'est que la recherche est hyper puissante. Et du coup, c'est un peu comme Outlook. Moi, tout se fait par la recherche. Donc peut-être que je regarderai OneNote avec un œil différent. Et le dernier, après, c'est fini. C'est la voix qui est arrivée du coup côté Copilot, le temps réel. C'est ultra impressionnant. On avait testé une session avec 3 personnes, avec Amel et l'autre Kevin, donc Kevin Menant, à faire des expressions de besoin en disant voilà le besoin, fais-nous des specs. Donc c'est beaucoup plus naturel et c'est beaucoup plus facile à prendre en main que le prompt que tu dois taper. Et petite astuce, si vous faites le raccourci Windows C, donc vous pouvez configurer sur votre PC, et il y a la petite fenêtre Copilot qui s'ouvre. À défaut d'avoir la touche. Une petite pop-up, à défaut d'avoir la touche Windows C. Petite pop-up et on peut activer le mode voix directement de là et ça lance la conversation Copilot depuis n'importe où. Ok. Trop bien. Valable sur l'appli mobile, pareil. Valable sur l'appli mobile, en tout cas sur iOS. Sur Android, les personnes qui ont testé m'ont dit qu'elle y était, ça y est. Et donc il est bien, le mode voix. Franchement, ouais. Et en fait, c'est le même niveau de qualité que ChatGPT, la version payante, sauf que là, t'as pas de quota. Parce que côté ChatGPT, quand t'as la version gratuite, t'as 10 minutes de quota par mois. Là, c'est dans ta licence. Cool. Le mini aparté, on a eu une discussion avant d'arriver dans l'épisode où j'exprimais mon mécontentement du moment sur le mode voix de ChatGPT que je trouve dégradé, qui switch en anglais trop facilement. Ils ont changé l'interface, les boutons. C'est surtout qu'ils se moquent de toi et t'aimes pas. Exactement, il s'est même moqué de moi au final. Voilà. Mais c'est ça d'aller lui parler nano banana. Et du coup, j'exprimais que je suis en train de changer un petit peu. C'est que j'envisage de passer sur Gemini complètement, qui est juste incroyable en ce moment. Dans le privé. Et voilà. Dans l'utilisation privée, non professionnelle, je n'irai jamais travailler sur Google. Voilà, alors en tout cas, le mode voix est très bien sur Copilot. Franchement, c'est top. Ça change complètement. Parfait. Donc, si je résume, GPT-5 généralisé, du coup, l'arrivée de la mémoire courte, etc., flash, et de l'historique sur Copilot, et du coup, les notebooks améliorés avec l'intégration dans OneNote. Yes. C'est ça. Le raccourci aussi clavier. Bon, c'est pas mal finalement. Il y a toujours des news sur Copilot. Là, je pense qu'il en a pour quelques mois. On va passer à notre deuxième partie, du coup, avec Romain. Romain, alors ton... De quoi tu vas nous parler? Power Mythbuster. Au-delà de la ref. Enfin, quelle est la ref d'ailleurs? Parce que... c'est Ghostbuster, non? C'est ça?
Merci la régie. Voilà. Ah, c'est le monsieur avec la moustache. Oui, c'est Mythbuster. Il cherche si les gens sont vrais. Du coup, on n'a pas le lien. Donc, tu vas nous expliquer le lien. Oui, s'il te plaît. Alors, déjà, on parle Power pour Power Platform. Ok. Parfait. Ça aurait pu être Power Ranger aussi, mais on n'a pas mis nos pulls de Noël. Qui arrive en Lego bientôt, d'ailleurs. Peut-être petit clin d'œil. Oui. Oui. On en reparlera. Cool. Et oui, donc, côté Power Platform, un sujet qu'on a discuté depuis le début des premières émissions, même avant, c'est ce côté no-code, low-code, générer des applis facilement. On l'a vu les dernières années, globalement. Ça prend du temps, je donne souvent cette image de les outils low-code, no-code, Power Platform, c'est comme un magasin de bricolage ouvert à tout le monde, il y a tous les outils, mais si tu ne sais pas t'en servir, lâche-moi dans un magasin de bricolage pour construire une maison, ça va être la maison des 3 petits cochons, quoi. Voilà. Des donc, fois même pour accrocher une étagère. Non, il y a le ni clou ni vis. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on a aussi eu des annonces qui ont été fortement détournées sur Internet depuis un mois. Quand un des patrons de Microsoft a fait un slide énorme, Low Code is dead. Parce que c'est pas ça le vrai slide. Le vrai slide, c'est Low Code is dead, mais c'est surtout, en fait, comme on le connaît. C'est Low Code has never been. En fait, c'est encore plus dur. Je pense que les Anglais n'ont pas la phrase, mais en France, on dit le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, en fait. C'est que c'est pas disparu, c'est que ça renaît et ça se transforme, en fait, progressivement, et ça ne se remplace pas. D'où j'aime bien vraiment cette expression, c'est que ça reste toujours les mêmes outils. Et ce côté Mythbuzzer, c'est est-ce que on commence enfin ou pas à avoir des vraies solutions. Et le sujet, c'est le low-code et la Power Platform avec l'IA. Et qui dit avec l'IA, dit on va lâcher le mot, le vibe coding. Voilà. Le vibe coding, c'est je parle à une IA et l'IA écrit le code. Voilà. Aussi simple que ça. Dans un langage que je ne connais pas, ou que je connais. Les développeurs professionnels utilisent ça depuis de nombreuses années, avant même la grande mode de l'IA, puisqu'ils utilisent des IA pour leur générer des morceaux de code ou relire des morceaux de code. Et je pense que personne n'est passé à côté sur LinkedIn de l'influenceur du coin de la rue qui explique comment il a généré toute sa start-up et ses applications en vibe coding. Et puis une semaine après, il fait « Ah mon Dieu, des pirates ont piraté mon site que j'ai fait n'importe comment ». Bon, on les a tous vus, ces news, je pense, on n'est pas passé à côté. Voilà, on les a tous vus. Une belle leçon de vie. Voilà. Maintenant, la question, c'est pour des professionnels de l'écosystème Microsoft, puisqu'on parle de la Power Platform, donc c'est de l'écosystème Microsoft 365 à destination d'entreprises. Enfin, un perso peut avoir accès, mais voilà, globalement, on est quand même sur de l'usage pro. Qu'est-ce qui va se passer ? Et on a vu des choses pendant la Microsoft Ignite, et depuis, on a eu accès. On avait parlé. Et donc là, on va attaquer le premier sujet qui est très récent, c'est qui est la partie Power Apps Vibe Coding, en fait, qui est la partie de générer des applications quand on parle. Et c'est quoi la différence ? Parce que on avait parlé dans cette émission de Power Apps Plan, qui était je parle et j'explique, et globalement, je me retrouve à avoir un plan, des applications, enfin pas des applications, mais des bases de données et un début de contenu. Un squelette. Voilà. On avait vu Microsoft qui avait fait un partenariat avec Figma, qui est un outil qui sert à faire des prototypes pour générer des applis. Partenariat qui est en train un peu de battre de l'aile, qui est en train de tourner à l'abandon, mais qui servait à faire des applications. Donc on avait vraiment cette envie mythique de je parle, je génère des écrans, etc. Et donc on a une nouvelle URL qui est disponible plus facilement qu'on le pense, qui est vibe.powerapps.com. Comme on a le mot vibe maintenant. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, il faut être dans la vibe. Soit. Et parce qu'on a make.powerapps.com, make.powerautomate, et donc on a Vibe Power Apps. Et quand on la tape, en fait, on va pouvoir accéder à un environnement sous condition qui va être, il faut avoir créé dans son environnement de travail un environnement hébergé aux USA temporairement, parce que c'est de la bêta. À terme, ça sera dans vos environnements pro. Et petite astuce, même quand on fait ça, ça ne marche pas. Parce qu'il faut changer la langue Non, mais attends, la blague, c'est qu'il faut changer la langue du navigateur en anglais. Donc ils ont mis une grosse cybersécu, je pense que c'est les mêmes qu'à la SNCF qui ont mis le scotch sur les porte-bagages, qui ont dit si tu ne mets pas la langue anglaise, ça ne marche pas. Voilà. Mais bon, trêve de plaisanterie, je pense qu'on va montrer à l'écran globalement qu'est-ce qui se passe. Français, c'est quoi honte de développement, et du coup là, c'est moins... Voilà. Et donc là, globalement, je vais montrer une application que j'ai vibe codée, une application, j'ai voulu faire une chess clock pour les jeux de société.
et j'ai juste mis une phrase, donc j'étais un vrai cochon qui prompte mal. Il m'a fait toute une analyse, il m'a créé des bases de données, il m'a créé des agents d'aide et des assistants, il m'a créé des applications. Donc je peux même discuter, j'ai un service d'assistance dédié dans mon application. Et donc, voilà, il m'a fait une base de données relationnelle quand même, donc pour une petite chaise clock. Dans Dataverse ? Ouais. Ok. Et il m'a fait une application dans laquelle il m'a fait plein d'écrans, juste à partir de 2 lignes. J'ai un back-office pour gérer les joueurs, j'ai des types de parties, et j'ai une chaise clock avec un gros bouton, on appuie, ça passe d'un joueur à l'autre, j'ai un mode pause, reprendre des parties, j'ai un historique, comme j'ai montré, j'ai un agent qui m'aide au cas où je comprends pas comment marche l'appli. J'ai mon support intégré. C'est pas des écrans de Power Apps traditionnels, non ça. Et voilà, tu peux, voilà. Et donc justement, si tu mets le doigt dessus, et en fait, c'est là. Oups. Voilà, et t'as mis le doigt dessus. C'est que pour que ça marche, il y a un autre détail à activer dans les environnements dont j'ai pas parlé au début, c'est qu'il faut aussi activer ce qu'on appelle Power Apps Code. Ok. Voilà. Et en fait, Power Apps Code, c'est du React et du TypeScript. Ok. Et donc, en fait, tout ce qui va... Là, justement, je pense qu'ils se sont rendus compte que Power Apps en mode low-code, no-code, c'est une techno très propriétaire Microsoft, qui n'est pas pensée pour être codée, même si on a du code source accessible derrière, qui est dans Git, on en avait parlé dans une émission, etc. Mais là, globalement, ils partent sur du React parce que les IA codent très bien en React, en fait. Oui, et c'est ça, c'est pas choquant. En fait, et j'aime bien ta phrase de début, le roi est mort, vive le roi, ou je sais plus comment tu l'as dit, mais c'est exactement ça. C'est pourquoi contraindre un LLM dont la meilleure expression est le code, finalement le langage, à essayer de manipuler un produit propriétaire qui atteint peut-être ses limites, à un moment, qui a aidé beaucoup sur le low-code, etc., mais qui ne répondra jamais réellement à ce qu'un LLM peut faire, générer du code à la volée, produire de l'app avec une approche complètement différente. Où le low-code, on est plutôt sur des choses un peu sur étagère qu'on assemble pour avoir cette expérience dite low-code. Et du coup, le nouveau low-code par des LLM, c'est le vibe coding. C'est ça. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'ailleurs qui est les AGI. Et là, on a l'IA, l'intelligence artificielle ou AI, et on a les AGI, les intelligences artificielles généralistes, qui sont globalement le futur vers lequel on veut aller, qui sont celles qui sont capables... Tu parlais de mémoire beaucoup, on le sent. Dans Copilot, on parle de mémoire, on parle de contexte, on parle de compréhension. Aujourd'hui, une IA, globalement, elle a été entraînée, et puis tout le reste, avec le RAG à la volée, elle s'enrichit et elle a peu de mémoire, etc. Les AGI, c'est vraiment être capable de déduire des choses, de comprendre et de je vais vulgariser, de s'auto-entraîner. Voilà, je pense que les experts IA viennent de perdre des cheveux, mais globalement, on va vulgariser comme ça, un auto-entraînement. Voilà, tu dis oui, j'ai pas trop dit de conneries. Tant qu'on n'a pas ça, une IA, elle a été entraînée sur des choses qui existent. Et qu'est-ce qui est le plus fréquent ? Le React, le TypeScript et le Python. C'est les langages pour le moment le plus connus. Peut-être que quand on aura de l'AGI, on aura des IA capables de nous faire du vrai code Power Apps, parce qu'elles seront capables de l'apprendre comme un étudiant qui apprendrait quelque chose. Mais Romain, est-ce que ça a un intérêt ? Alors, la question, c'est... Tu vois, c'est que... Non, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut faire en low-code ? On veut facilement pouvoir builder des apps. Ouais. Voilà. Que tu le fasses sur une bibliothèque de composants préexistante qui surcouche du code, Power Apps, etc., ou que tu le fasses sur un langage cible nouveau, le plus important, c'est le résultat. Bien sûr. Et du coup, pourquoi forcément essayer de remapper l'écosystème Power Apps ? Aujourd'hui, tu as temporairement, le temps qu'on ait accès à un peu plus de choses, parce que c'est de la frontière, comme tu l'as dit, donc de la bêta, cette fonctionnalité, c'est que si on veut pour l'instant rééditer, recorriger des choses soi-même, il faut savoir faire du React. Ce qui n'est pas le profil du Citizen Developer Power Platform. Oui. Donc ça, c'est tout un débat. Quand tu es développeur sur mesure, expérimenté, et que l'IA t'aide à faire des bouts de code, et que tu as la capacité de les compléter, de les rectifier pour enlever les failles de sécurité de la blague que j'ai fait au début, très bien. Là, pour le moment, c'est de la bêta, donc on a quelque chose. Si on veut le modifier, il faut discuter avec l'IA. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un bouton en haut à droite j'ai pas fait de zoom dessus, mais qui permet de publier, et je peux choisir l'environnement Power Platform dans lequel je publie. Donc ça part quand même dans l'environnement. Parce que c'est quand même la force aussi de tout ça, c'est d'avoir l'environnement qui est autour. Alors, et du coup, ce qui est par contre génial, moi-même en tant que point de départ, c'est que dans mon environnement, il m'a créé les bases de données, les relations, les tables, il m'a mis les jeux de données à l'intérieur, il m'a créé les agents. Le seul sujet, c'est l'application en elle-même, qui n'est pas en Power Apps, qui est en React. Et du coup, changement de philosophie. Et donc, du coup, pour la faire marcher et la faire passer en prod, il faut, je vais pareil mettre un mot vulgaire, il faut, entre guillemets, faire l'équivalent d'une compilation pour que ça marche, parce que de base, déposer en l'état, t'appuies sur play, ça va pas marcher. J'ai jamais vu un mec aussi vulgaire. Oui, je me fais des ennemis partout. Mais l'idée, c'est que si j'appuie sur play,
sur mon application Power Apps, là, ça va pas fonctionner parce que le React est pas fait pour tourner dans un environnement. Donc il y a une petite étape technique. Un petit localhost. Voilà. Mais on est sur de la bêta frontière et je trouve que rien que là, il me fait le plan, il me fait la réflexion, il me fait les bases de données, il me fait les jeux d'essai, il me crée les applis, il me crée les agents, il me crée il me crée tout, c'est cool en fait. Et puis alors c'est rassurant parce que le marché va en partie vers ça. Ça veut pas dire que les Power Apps sont morts, mais en tout cas c'est une nouvelle approche que le marché attend. Microsoft s'aligne dessus. On avait parlé il y a un an, c'était GitHub Spark qui avait été annoncé un peu similaire. On sent, voilà, Microsoft travaille quand même dessus depuis un moment via GitHub, très certainement. Ce côté petit apps à la volée. Après, je pense qu'il y a plein d'enjeux qu'on sous-estime en disant bah non, mais c'est normal, c'est la nouvelle Power Platform. Non, parce que par exemple, t'as pas le côté composant réutilisable, le côté un peu norme imposée à l'entreprise. C'est un principe à tester. Tu perds le côté bibliothèque de composants et que figé avec des normes dans l'entreprise. Tu recrées des choses nouvelles à chaque fois, donc tu as peut-être un écosystème moins cohérent. Tu as plein d'impacts, très certainement. Par contre, c'est pas choquant de se dire que c'est peut-être un des avenirs de la Power Platform. Et il faut pas oublier que c'est du bêta, c'est fait pour être testé, pour regarder, parce que si on regarde la Power Platform il y a 10 ans et celle d'aujourd'hui, c'est pas le même. Quand il te crée les agents, il te crée toujours les mêmes ? Oui, il crée des vrais agents. Non, il m'a créé des agents branchés sur le Dataverse avec des données qui sont dedans. Mais tu as vérifié la modélisation du Dataverse et tout, c'est propre ? C'est la même chose, il m'a créé. Alors propre, oui et non. Aujourd'hui, on le voit quand il génère des bases Dataverse, les index, les clés primaires, il a tendance parfois à pas te faire une clé primaire. Il les oublie, quoi. C'est pas qu'il les oublie, non, il les met. C'est plutôt que je trouve qu'il va personnellement, moi qui ai fait du Méris beaucoup. Il a dit Méris, ça aussi, ça c'est très vulgaire. Voilà. C'est l'UML français pour les bases de données, pour être encore plus vulgaire. Et globalement, moi je vois les clés, ce qu'il choisit comme colonne pour faire une clé primaire. J'aurais pas fait ça. Regarde, j'ai perdu beaucoup de cheveux depuis la dernière émission. Oui, c'est ça. Ok, on va pouvoir arrêter. Voilà. Mais du coup, oui, donc je suis pas forcément d'accord avec son choix de clés. Donc il y a un repassage derrière, toi, un peu. Je pense. Voilà. Mais moi, comme un Power BI où nous, il va nous générer des tables qui se branchent avec telle ou telle colonne et on est en mode, non, pourquoi Par contre, là, très honnêtement, moi, je te donne le use case que j'ai mis là. En vrai, je l'ai pas inventé pour la vidéo. C'est que je faisais une après-midi jeu de société avec des potes. Il y en avait qui faisaient ce qu'on appelle l'analysis paralysis. Ils réfléchissaient trop. Ils m'ont saoulé. J'ai ouvert Power Apps, j'ai généré ma chess clock pour que les timer à 1 minute de réflexion, les gars. Ça a pris 10 minutes et j'ai sauvé l'après-midi. Ouais, voilà. Et puis, donc ça veut dire que c'est quand même extrêmement puissant parce que là aujourd'hui, tu fais partie de ces personnes qui ont le luxe de pouvoir repasser derrière et voir, on va dire, ce qui ne va pas et comment l'améliorer, les bonnes pratiques et tout. Mais la promesse, c'est que toute entreprise puisse rapidement créer de l'applicatif et à moindre coût. Et du coup, même si c'est pas parfait, si en 10 minutes, tu arrives à avoir des petites apps hyper clean en design, en expérience et qui fonctionnent. Et d'ailleurs, tu me fais le point avec la suite, c'est que là, on a montré la nouveauté côté Power Apps et j'ai dit, et c'était pas innocent, il sait très bien faire du React et du Python. Et donc là, maintenant, on va parler Python. On va parler d'un autre outil. Ça existe depuis un moment, mais je trouve que c'est pas assez connu et ça mérite beaucoup plus qu'on en parle. Et surtout, ça fait de gros progrès grâce à GPT-5 qui s'est intégré dedans. C'est côté Copilot Studio, mais côté Power Platform, il y a un outil qui s'appelle, ou s'appelait, on va dire, iBuilder. On a connu pour du document processing ou utiliser des prompts. Dans Copilot Studio, il porte un nom qui s'appelle Prompt. Dans la partie Tool, on l'appelle Prompt Tool, mais souvent les anciens, comment on dit iBuilder dans Copilot Studio. Et dedans, en fait, on peut dans les settings lui activer la partie Code Interpréteur. Et donc, quand j'active ça, mon prompt va devenir en fait du code Python. Et en fait, là, j'ai un exemple qu'on va mettre à l'écran où je veux en fait, à partir de données, en fait, je veux générer un fichier PowerPoint. Ces données, globalement, c'est j'analyse une propale et je veux qu'il utilise le template, mon template PowerPoint pour mettre les données à l'intérieur. Donc c'est quelque chose de compliqué, j'ai des dizaines de slides, des images, des schémas, des diagrammes de Gantt à générer. Et donc l'idée, c'est que globalement, là, il m'a généré plein de lignes de code. En vrai, je crois qu'il va y avoir 2000 lignes de code, un truc dans le genre. Donc il m'a généré tout ça, c'est énorme. J'ai accès, je peux voir ce code. Et l'idée, c'est qu'en fait, du coup, très rapidement, il m'a généré ce PowerPoint. Attends, c'est un PowerPoint Python, là ? Ouais, non, c'est un vrai PowerPoint. Mais écrit en Python. Non, il a le code Python qui utilise des librairies. Génère le PowerPoint. C'est ça, t'as des librairies Python qui sont faites pour manipuler des docs Office. Que tu dois préinstaller ? Non, il est... Alors, justement, c'est là que c'est intéressant.
C'est que Claude, c'est le roi de ça. Tu lui demandes une présentation, il part sur du HTML direct et tu te retrouves avec un truc non exploitable et 4 diapos sur lesquels tu fais clic-clic. Mais c'est super. C'est là justement, comme tu disais, quand tu sais faire de lui expliquer. C'est-à-dire, je lui dis, là par exemple, la première ligne qu'il y a au début dans la vidéo, c'est « Je veux que tu te mettes dans la posture d'un développeur Python à qui je vais donner des tâches à réaliser. » Et ensuite, derrière, je lui dis « Mon objectif, ça va être de... créer un fichier PPTX en utilisant les librairies Python à ta disposition pour faire ça. Tu vas partir de tel fichier au début que je montre dans la vidéo qui est le template de mon entreprise qui contient les layouts qui vont bien. Et donc en fait, Python va regarder, si on regarde le code en détail, il va regarder les layouts. Et donc moi, à côté de ça, avec une vision technique, j'ai fait un fichier JSON. Donc c'est un peu de l'XML si on devait vulgariser. C'est-à-dire c'est une structure indentée dans laquelle on va dire globalement, je lui dis il y a un slide titre, il y a un slide contenu, il y a un slide sous contenu 2. Et donc moi en fait c'est là où le côté un peu expert technique, j'ai dit ok, en fait il y a une étape avant où j'utilise de l'IA pour analyser mes notes de rendez-vous, mes notes de compte rendu et le cahier des charges PDF de 200 pages du client. Et je lui dis de faire cette analyse et de me sortir cette structure JSON qui correspond à une structure de slide. Et ensuite, cette structure JSON, je lui ai dit, en Python, tu m'as écrit un code qui, à partir d'une structure, fait un PowerPoint. Et voilà. Et donc ça, c'est une autre vision. On a vu la vision Vibe au début, très sympa. Ça, c'est du Vibe dans lequel on va utiliser des outils IA. Et ma compréhension à moi en tant qu'expert technique, je me dis, ok, je vais pas juste lui dire, parce au début, je lui ai dit, tiens, voilà un cahier des charges client, fais-moi un PowerPoint. Le résultat était catastrophique. Parce que il savait pas quel template, il savait pas quel layout. Et donc là, en fait, on a, je sais plus, j'avais compté, j'ai 6000 caractères dans le prompt. Voilà, j'ai 6000 caractères dans le prompt. D'accord, c'est déjà un boulot. Voilà, j'ai un prompt de 6000 caractères. Mais du coup, j'ai vibe codé. En fait, c'est rigolo parce que j'ai fait ça, j'ai un truc que j'ai fait en hackathon en 3 heures. Et c'est ça qui est le plus drôle. Et les gars qui étaient avec moi, en fait, ils étaient surpris. C'est qu'en fait, j'ai utilisé la partie GPT. Et donc, j'ai expliqué mon besoin à GPT. Je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous dire. Et je lui ai dit, aide-moi à faire le prompt que je vais donner à un outil de vibe coding. Donc, en fait, c'est une IA qui m'a aidé à écrire les 6000 caractères de prompt. Alors, ça n'a pas marché du premier coup. En vrai, ça m'a pris à peu près 1 heure. Mais globalement, c'est une IA qui m'a vibe prompté pour être utilisée par une autre IA qui va vibe coder. Inception. Et ça, c'est super rigolo. Et donc, Romain était assis dans son canapé en mode ouais les gars je bosse là. Alors tu rigoles, t'as Kevin qui nous regarde qui dit ouais mais il y a le data agent dans PowerPoint qui arrive et enfin l'agent dans PowerPoint qui te fera ta presse demain. Et ça c'est du coup la parenthèse pour la toute dernière news que je fais en 3 secondes, c'est que justement tout ce que Kevin a parlé, les agents, les sous-agents Copilot 365, les data agents, l'agent Excel, etc. Ils arrivent dispo, ils sont en frontière pour le moment, ils arrivent dispo en tant que serveur MCP ou sous-agent dans Copilot Studio. Et donc tout ce que vous a raconté Kevin Anandou dans la première news, eh bien en fait, on pourra le faire dans Copilot Studio, c'est en bêta pour le moment. C'est une belle ouverture. Il a parlé de MCP Server. Il a parlé de MCP Server. Ça mais qu'est-ce qu'un MCP Server, Kevin? Qu'est-ce que c'est professionnel? On devrait préparer les sujets. Sur cette partie vibe coding dans la Power Platform qui devient une réalité, il y a de belles choses à attendre, à voir. On suivra ça avec impatience. La traduction française de vibe coding automatique. Vibe coding automatique. On va passer à notre dernier sujet. Et là, donc, toute l'attention repose sur Lilia et sur Benjamin. Alors, c'est horrible parce que j'avais dit à Lilia, c'est dur quand t'arrives sur un premier épisode des Têtes dans le Cloud de se positionner. T'as vu que c'est l'enfer, hein, globalement. T'as que des personnes qui parlent beaucoup trop autour de cette table et qui sont trop passionnées. On va parler de MCP Server. Donc, on va mixer les sujets du monde agent avec le monde data. Bon, souvent assez proche, assez connexe. Mais là, d'un point de vue usage, alors le MCP Server, on le rappelle, c'est quoi? On en a beaucoup parlé dans les Têtes dans le Cloud, le modèle contexte protocole. C'est un protocole, déjà, pour démarrer. Comme son nom l'indique. Qui est open source, reconnu de tous, qui avait été porté par Anthropic, imposé, et qui proposait une manière de décrire les API afin que les agents puissent savoir quoi faire, et surtout quels skills ou outils utiliser finalement, quelles sont les fonctionnalités dans mon application que je peux activer via l'API. Et donc l'idée, c'est qu'après, j'expliquerai, on a une notion de serveur qui va permettre d'appeler du coup le code JSON qui décrit l'API derrière, donc c'est une description finalement de l'API de manière fonctionnelle, parce que qu'est-ce que comprend LLM? Du texte.
et du coup une API, ça lui parle pas. Par contre, si on explique comment utiliser l'API et comment activer telle fonctionnalité dans l'application, là, il n'a aucun problème à agir en tant qu'agent. C'est une surcouche entre l'utilisateur et l'API. Surcouche, exactement, une couche d'intégration. Donc, une fois qu'on a dit ça, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que ça veut dire du MCP Server appliqué au monde Fabric Power BI? Commençons par le monde Power BI. Oui. C'est le premier qui est sorti. Oui, c'est le... C'est ça. Oui. Donc, Lilia, vas-y. Oui, alors le serveur... Benjamin a utilisé le MCP Server, donc il connaît. Ah, pas mal. Je confirme. Donc, en fait, le serveur Power BI Modeling MCP implémente, comme tu l'as dit, la spécification MCP, qui est un protocole standard qui est conçu pour permettre justement aux applications et aux modèles IA de se connecter aux sources externes, dans notre cas au modèle sémantique Power BI, de manière structurée et sécurisée. Donc schématiquement, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est ce qu'on voit à l'écran, voilà, c'est ça. Exactement. L'idée, t'as l'utilisateur, t'as tes différents rapports et modèles sémantiques. C'est ça. Et entre les deux, t'as le MCP qui va, via l'API, aller pouvoir dialoguer avec nos modèles sémantiques. Exactement. Donc en fait, c'est comme un pont qui nous permet d'accéder justement soit aux modèles sémantiques qui se trouvent dans les espaces de travail Fabric, ou bien Power BI desktop. Donc, c'est que au modèle sémantique du coup? Oui, pour le Power BI Modeling MCP, c'est uniquement au modèle sémantique de son nom modeling, Power BI Modeling MCP. Donc, par contre, c'est online et local. Oui. Ok, mais donc là, à ce stade, on ne peut pas dire que... je voulais vulgariser en disant ça permet qu'un agent utilise Power BI. Ce n'est pas totalement le cas. Ça permet qu'un agent puisse manipuler la modélisation. Voilà. Dans la modélisation, tu as tes données, tu as tes noms de colonnes, tes mesures calculées, tu n'as juste pas la couche visuelle. Exactement. Tu as tout le reste. Donc en fait, on parle du modèle, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, les transformations qu'on peut faire sur notre dataset, les tables, les colonnes, les mesures, les relations, même le RLS. Pro level security qui permet à une personne A de ne pas avoir les mêmes données qu'une personne B. Ça peut être un peu compliqué à mettre en place. Du coup, la question, moi, pour comprendre, c'est que avant ça, quand un client me dit j'ai un Power BI, j'ai besoin que tu utilises les données pour faire des trucs dans un agent ou de l'agentique, moi, la réponse, c'est faut que je me connecte à ton dataset. Ouais. La réponse demain, avec ce que vous venez de dire, c'est faut que je me connecte au MCP de ton rapport. Ça dépend ce que tu veux faire avec ces données. Si tu veux juste les consulter, tu as aussi Copilot pour Power BI qui existe. Alors, je veux les consulter depuis un agent. Alors là, du coup, moi, je t'orienterais plus vers Fabric IQ. Oh non. Bim Bah si. Le volume de gros c'est Fabric MCP Server, j'imagine, derrière, dans l'idée. Non, parce que ton agent, lui, il veut interroger les données. Donc, il veut avoir une compréhension du modèle et des données. C'est ça. Alors que je pense que Lilia nous présente, c'est plutôt manipuler le modèle. D'accord. Tu vois, il y a une différence entre utiliser... C'est pour le développeur. Hein. Et du coup, toi, ta réponse, elle est plutôt dans Fabric IQ. D'accord. Où, en gros, tu crées une espèce de base de connaissances qui contient ton modèle et les données derrière que tu peux interroger par un agent. Ça ressemble à un truc que j'avais présenté déjà, j'ai un MCP pour Dataverse qui est la base de données. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. Exactement, mais c'est juste là pour le modèle sémantique Power BI. Bien sûr, je posais toutes les questions pour les gens qui nous regardent. Donc Lilia, comment ça se passe en termes d'expérience du coup? Tu bosses dans quel environnement? Comment ça s'installe? Comment ça s'installe? Donc tu as fait tous tes tests, du coup tu parles en connaissance de cause parce que tu as pu l'expérimenter, en sachant j'ai beaucoup vu un peu de retour d'expérience sur LinkedIn sur le sujet en ce moment. On sent que ça anime pas mal la communauté. Oui. Ça bouscule 2-3 personnes. C'est une nouveauté qui sort là fin novembre et donc en fait on a plusieurs manières de l'installer. Donc la plus simple c'est d'installer Visual Code Studio et ensuite l'extension Power BI Modeling MCP Server. Et en fait, installer aussi GitHub Copilot Chat pour permettre de faire les prompts. C'est ça, c'est GitHub Copilot Chat qui prompte, vient et après il appelle le MCP Server. En fait, comment ça marche? C'est que l'utilisateur fait un prompt, par exemple, dire crée-moi une mesure dans mon rapport. La mesure, c'est par exemple le chiffre d'affaires mensuel. Ensuite, le modèle IA interprète ma demande et planifie les actions, en fait. Qui va envoyer ensuite au MCP Server. Ensuite, Power BI reçoit les modifications dans le rapport. Live, hein. En live. C'est cool. Ça peut être très dangereux.
Et par rapport au RLS que tu disais par exemple, là où toi, tu dois prendre le besoin du métier et faire les configurations par toi-même et créer les règles toi-même, là tu pourrais demander ça en disant pour Kevin par exemple, c'est tel type de profil et voilà les lignes qu'il peut voir. Et voilà ce qu'on a imaginé pour aller jusque-là. C'est cool. Oui. Non, on a commencé à regarder les cas d'usage. Les cas d'usage sont gigantesques. Il y en a des tonnes. On parlait de traduction de modèle directement. Genre, j'ai mon modèle en français, mais il faut que je puisse l'utiliser en anglais. Traduis-moi tout mon modèle. C'est automatique. Appliquer les bonnes pratiques, par exemple. Les bonnes pratiques, c'est énorme. Les bonnes pratiques, ici, j'en ai pas. Je peux même demander à l'IA de me proposer la bonne pratique, par exemple, et je peux la corriger avec des prompts, et ensuite l'appliquer à mon modèle sémantique. Je peux, par exemple, appliquer des tâches automatiques, des workflows. Je peux aussi modifier mes tables, mes colonnes, mes mesures, corriger, optimiser mon modèle sémantique. Donc, on peut vraiment aller loin. Surtout, on peut tout casser aussi. Oui, parce voilà. Un rafraîchissement de la donnée, par exemple, tu peux lui demander. Non. Là, c'est pas ça. Là, on n'est pas sur la partie après automatisation. Ça va être dans Power BI Online, c'est toujours comme ça. Là, on est vraiment sur tout ce que un développeur pourrait faire dans Power BI. Live, le MCP Server va pouvoir le faire. Exactement. Donc c'est une assistance vraiment pour les développeurs pour rendre ces tâches un peu fastidieuses plus rapides et plus concentrées. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça rentre. Alors, on a perdu une caméra à l'écran, donc si vous ne voyez plus en gros plan Lilia et Benjamin, c'est normal. On fera plutôt les overviews, j'ai l'impression. Mais en tout cas, côté son, ce sera toujours bon pour les podcasts sur les plateformes Spotify et Apple Podcasts, je le rappelle. Exactement. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça reste dans la philosophie de beaucoup de choses qu'on a déjà exprimées, cette industrialisation qu'on a des rapports Power BI et de Fabric, ce côté où finalement c'est du code derrière que je gère. Donc il y a eu une mise à plat par Microsoft, le format PBIT. Qu'est-ce que tu m'emmènes où là? Oui, le côté. PBI template, non. PBIP. Non, PBIP, oui, pardon, c'est project. Le projet. Oui. Exactement, j'y étais toujours. Donc, où finalement, on a une décomposition de ce qu'est un rapport. En fait, c'est le langage, le fameux TMDL ou TDLM, TMDL, je crois. TMDL qui est derrière et qui, en fait, là, Power BI va te le régénérer. Enfin, le MCP Server va te régénérer ce code avec les bonnes pratiques, les choses comme ça, par exemple, à l'intérieur. Et tu peux lui dire, ok, mais c'est bien, j'ai la flemme. Fais. Donc là, finalement, en fait, on avait... Pardon. En fait, je voulais dire, en fait, en quelques prompts, là, l'avantage, c'est qu'on peut modifier notre modèle sémantique en quelques secondes, au lieu, par exemple, de passer plusieurs heures à modifier ou à chercher où est le problème pour optimiser notre modèle. Mais après, il faut faire attention. Le plan, Antoine, sinon. Surtout. Non, mais à l'écran, je veux dire, le plan large. Ah oui, ok. Excusez-nous. Mais après, surtout, il faut faire attention en fait, aux prompts qu'on fait, parce que ça peut être destructif. Il suffit de demander de supprimer une table ou changer une mesure, ça peut casser le rapport. Donc en fait, à chaque... ce que tu lui demandes. Et après, il y avait l'historisation, tu nous avais dit qu'il existait. Il n'y a pas d'historisation, mais... pas un garde-fou. Ah ben non, mais t'es en Power BI, t'es en local sur ton poste. Il te fusille mais c'est pas pire que quelqu'un qui touche un rapport Power BI. Non, sauf que là, il écrit juste, fais ça. Donc c'est juste beaucoup plus rapide. Ouais. Et tu peux après, il y a beaucoup de garde-fous. Il y a beaucoup d'acceptation. Il y a une vidéo qu'on avait envoyée à Antoine qui permettait justement, où on voyait, où tu dois à chaque fois lui dire, ok, j'autorise ça. En fait, à chaque fois qu'il va appeler une API, qu'il va faire un call API, il te demande si tu l'autorises. Ça te permet step by step quand même de on va voir la petite vidéo là, je pense, Antoine. Voilà, donc là on voit côté Visual Studio du coup. Exact, on est dans VS Code. Ouais. Et là on lui pose directement les questions et à chaque fois que tu cliques sur le bouton bleu, c'est une acceptation de ce qu'il va faire. Oui. Après, sachant que tu peux aussi activer le auto allow pour qu'il puisse accepter automatiquement. Là, par exemple, on lui demande d'ajouter des descriptions à toutes mes mesures et ensuite moi en fait j'ai imposé une validation. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire lui faire des approbations. Par exemple, il y a un manager qui veut, par exemple, demander à ses utilisateurs qui n'ont pas d'expérience, par exemple, pour modification. C'est-à-dire le manager reçoit une approbation avant que l'utilisateur... Il y a des garde-fous. Voilà. Mais si tu les mets pas en place... Et tu la reçois où, l'approbation ?
En fait, ça, c'est à mettre en place par mail. On peut choisir, par exemple, c'est à nous de j'ai envie d'intégrer cette nouvelle partie dans mon rapport. Est-ce que je peux le faire? Exactement. Un système d'approbation. Et surtout sur Power BI Service, par exemple, c'est selon notre rôle de sécurité. Si par exemple, je suis contributeur dans Power BI Service, je peux faire des modifications. Par contre, si je suis viewer, par exemple, je peux rien faire. Ça bypasse pas tes rôles dans l'appli, heureusement. Ou je peux par exemple donner l'autorisation de juste ajouter des choses. Comme ça, au moins, ça casse pas le rapport. Donc là, tout ce qui a été mis, par exemple, sous le tapis pour X ou Y raison, tu sais, par des clients, là, si jamais tu actives ça, il faut vérifier tous les garde-fous s'ils y sont. Il y a si par exemple, un développeur, il a bien le bon niveau d'autorisation pour machin. Exactement. Et est-ce que, par exemple, avec les interactions que tu as pour un rapport donné, tu vois, supposons que tu as des bonnes pratiques qui seront toujours vraies quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux lui dire une bonne fois pour toutes, et à chaque fois que tu démarres un nouveau projet, alors, tu dois faire tes prompts à chaque fois de A à Z. Tu pourras le prompter, mais alors ce qui existe, c'est ce qu'on avait vu, c'est que tu peux aussi lui prédéfinir, comme tu disais, avec genre une personnalisation. Okay. Moi, je suis un développeur Power BI, voilà les règles que j'utilise, voilà les bonnes pratiques que j'utilise, et donc il sait que tu es cette personne-là, et donc par défaut, il prendra tout ça en compte. Tu pars pas d'une feuille blanche à chaque fois. Non. Exactement. Et ça, on peut le mettre en place dans justement des templates de prompt, en gros. Oui, c'est plutôt un prompt système. C'est qui tu es, toi. Comment tu travailles. C'est une personnalisation de toi. Mais que c'est toi qui te le copie-colle à chaque fois, ou tu peux le mettre en prompt système? Il est en prompt système directement. Ok, en prompt système. Et l'autre question, est-ce que ça te facilite le côté auditable des rapports? C'est pas ça te facilite. Ça change tout. Donc tu peux dire l'inverse, tu peux dire moi j'ai besoin de m'assurer que toutes ces bonnes pratiques sont appliquées, lui lancer et qui... tu pourrais, si t'es admin Power BI global, dans l'idée, tu lui dis voici la liste de mes bonnes pratiques, peux-tu me lister les rapports qui ne les respectent pas? Et il te répond. Ah, donc il peut interroger plusieurs rapports en même temps, c'est pas... c'est mono, c'est espace de travail par espace de travail, ou c'est tout... En fait, il y a deux choses. On a le modeling, le Power BI modeling, MCP Server, en fait, qui touche en fait que les modèles sémantiques. Et on a Fabric, MCP Server, qui va aller encore plus loin pour faire le monitoring, l'audit dans plusieurs espaces de travail, par exemple. Oui. Par exemple, avec Benjamin, on a vu la dernière fois pour tester. Est-ce que, par exemple, je peux demander, est-ce que tu peux analyser tous mes rapports qui se trouvent dans tous les espaces de travail et voir, par exemple, si dans mes mesures, j'ai pas 2025 en dur. C'est ça, c'est un cas de figure qu'on a beaucoup, moi, chez mes clients, c'est quels sont les rapports qui passeront pas 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, dans leur code, mettent égal 2025. Et donc, en 2026, bim, ça tombe. Et donc ça, on pourrait aller le vérifier directement. Tu peux avoir ce niveau de granularité. Exactement, et le corriger derrière. Ensuite, il le corrige. Tu lui demandes, tu dis, par exemple, il faut que ça soit dynamique. Meilleur de today, par exemple, ça, il prend l'année en cours. Et il le fait. Et il le fera. Exactement. C'est la folie. C'est incroyable. C'est ça. En fait, ça ouvre énormément de choses, qui fait très peur. Mais en fait, il faut suivre le truc, parce que t'imagines, je dis un truc tout bête. Et il y a pas longtemps, moi, tu me demandais d'auditer un rapport. Je te dis, ça me prend 2 jours. Ouais. Maintenant, ça me prend pas 2 jours. Ça me prend beaucoup moins. Ne le dis pas trop fort. Mais du coup, tu vois, il faut valider un peu le truc, mais ça a l'air. Donc c'est vraiment pour les profils dev, par exemple, les personnes que vous accompagnez dans la formation, les aider à faire des rapports, etc. C'est pas eux la cible. Pour moi, c'est pas la cible. C'est pas la cible. Pour moi, c'est fait pour les gens qui connaissent déjà, la data, ou pour les admins, par exemple, qui veulent voir un peu une vue globale de leur portail administratif. C'est VS Code. Alors, le point d'entrée, c'est VS Code pour l'instant. On verra. Par contre, moi, je vois aussi un autre usage, peut-être moins dev. C'est VS Code, mais tu pourrais très bien, vu que c'est un MCP Server, publier un agent via Copilot Studio qui appelle ton MCP Server et le mettre dans Teams pour n'importe qui. Bien sûr. Et donc, ça serait très intéressant pour une population type DSI qui te dit, via le MCP Server Fabric, pourrait dire quels sont les rapports qui n'ont pas été visionnés depuis une semaine. Ça fait la liste. C'est tout ce qui est audit. Sachant que justement, côté Copilot Studio, tu peux choisir les tools. Donc tu pourrais ne garder que les tools. Je l'ai vu dans ta capture d'écran, le MCP Server Fabric. Quand j'y pense, si on pouvait avoir la même chose que TM365. Incroyable. Ça va venir. Mais tu vois, au niveau audit, gouvernance, toutes ces choses-là. Quand je revois qu'à une époque, on avait un débat de est-ce qu'on devait parler de développeurs Power BI. Tu sais, c'est des développeurs VS Code. Et c'est des vibe codeurs Power BI. Et bim. Donc voilà, donc c'est quand même assez puissant. Nous, on a beaucoup de cas d'usage. Faut qu'on les bosse pour voir ce qui marche et marche pas. Mais tu as des choses, tu sais, traduction, audit, gouvernance. Oui, traduction, c'est ça. Exactement. Il y a traduction, modification, correction. On peut même optimiser notre modèle. On peut avoir, par exemple, un rapport qui marche, mais finalement, il est lent, par exemple. Il a raison. J'entends renommage. C'est un cas d'usage qu'on a eu chez un client. Par exemple. Nous, par exemple, on se branche sur une base de données. Okay, on travaille, on fait notre truc, on développe notre rapport. Derrière, le client me dit « Ok, c'est vraiment bien. » Et en fait,
j'aimerais que ça soit self-service. Ça veut dire que j'aimerais que des utilisateurs que vous avez formés puissent reprendre ce modèle que vous avez fait et travailler avec. Et là, je dis, c'est compliqué parce que quand même, c'est des noms de colonnes très techniques, genre ID, underscore, des choses très techniques. Et ils me dire, faut tout renommer. Faut en faire une sorte de une couche, tu rajoutes une couche sémantique. Et avant, c'était super long. On avait commencé à faire des tests avec Copilot pour qu'il nous régénère le truc. Lilien a un peu travaillé dessus et que c'est sorti, je lui dis c'est bien ce que tu avais fait, mais ça moins quoi. Parce qu'en fait, on peut lui dire voilà, prends cette pièce jointe, c'est mon dictionnaire de données. Renomme tout en fonction. C'est ouf, parce qu'en fait, c'est vachement mûr là, déjà, alors que c'est une bêta pour l'instant. Oui, c'est en prévu. Oui, mais c'est le concept même du MCP. Non, mais c'est vachement mûr parce que côté M365, c'est que l'API est mûr. Parce que la démarche côté M365, là, ce qu'ils ont fait, ils ont lancé un peu cette idée d'agent, tu as SharePoint admin, Teams admin, et du coup, tu peux poser des questions un peu audites, mais c'est pas aussi actionnable. En fait, il va te faire des retours d'audit en disant voilà les sites SharePoint qui sont pas utilisés, voilà les sites SharePoint qui sont potentiellement comme disait l'API Power BI est hyper puissante historiquement. Trop bien de base. Je suis jaloux là, j'avoue. Alors tu vois, avec ta remarque, ce qui est drôle, c'est que le tout dernier MCP qu'on aura côté Microsoft pour boucler la boucle, c'est celui de SharePoint. On l'a en bêta en ce moment. Et ça me fait rire parce qu'en fait, on a eu tous les serveurs MCP les plus complexes. BI, Fabric, Foundry, Azure, machin. Et le tout dernier de la liste, ça va être le MCP SharePoint qui, on reprend tout ce que tu as dit, il fera pareil. C'est-à-dire, voilà. Ouais, c'est ça. Sauf parce que SharePoint, une liste SharePoint, c'est une base de données. Oui, c'est une base. Et donc, ce qui est marrant, c'est que c'est le plus demandé, le plus utilisé, on va l'avoir tout. Mais c'est le plus consommateur parce que d'un coup tu vas mettre ça dans des entreprises qui ont SharePoint depuis des dizaines d'années et puis ça va pomper dans tous les sens. Qui va l'utiliser aussi c'est surtout que là on est sur du vrai. Et puis sur des SharePoint non gouvernés, on va perdre quelques agents. Ils sont pas prêts. Enfin, voilà, c'est le troisième agent qu'on perd dans le SharePoint. Juste un dernier point. Par contre, il faut toujours, ce que je conseille, en tout cas pour le moment, vu que c'est en preview, c'est toujours de faire des backups. Parce qu'en fait, le résultat dépend du modèle IA utilisé. Parce que comme là, je n'ai pas pu le montrer, mais normalement, on peut choisir quel modèle IA utiliser. En fait, là, on peut par exemple mettre automatique, et du coup, c'est lui qui va choisir automatiquement le meilleur. Mais on a en premium aussi des modèles en premium. Donc, en fait, par exemple, pour les workflows complexes, il faut, pour avoir un meilleur résultat, il faut utiliser les modèles IA les plus avancés. Quand tu dis modèle, c'est le même truc que j'ai dit tout à l'heure, GPT-5 en mode avancé. Oui, GPT-5, Gemini, tout ça. En mode GitHub, quoi. Oui, exactement. On a plus de 150 possibles. En fait, tu es sur Visual Studio ou GitHub. Donc aujourd'hui, GitHub te permet de choisir du Claude, Gemini d'ailleurs, directement. Et donc, arrête d'avoir les yeux qui brillent comme ça. Ça repose un peu là-dessus, tu as raison, c'est libre à toi et du coup, tu vois des vraies différences très certainement entre un petit modèle que tu as pris. capacité de choisir du coup le modèle en fonction de la... Par défaut, oui. Alors, on peut le mettre automatique aussi, mais par exemple, si toi tu choisis un modèle qui est gratuit et public, qui n'est pas performant, et moi j'utilise un premium, et qu'on fait sur le même rapport, on lui demande des bonnes pratiques, peut-être le mien il sera plus performant plus pertinent que voilà. Bon. Donc nous, ça nous ouvre quand même un champ des possibles un peu différent tout d'un coup, mais qui aussi pose beaucoup de questions. Et tu vois, ça me fait juste réaliser quelque chose, c'est que la news était passée, c'est vrai qu'on ne l'avait jamais annoncé réellement là dans les news, enfin juste cité, alors qu'il y avait eu cet emballement un peu dans les réseaux et dans la communauté, et avec un peu de recul, tu vois, je me dis que c'est très bien qu'on le traite aujourd'hui, du coup, parce que donc c'est une vraie petite révolution. Nous, on était en train de le travailler pour un client en contournant tout le truc, c'est-à-dire en disant Copilot normal, je régénérer le code en fonction de choses, et on disait mais il comprend pas tout, faut que je refasse des choses manuellement, ça manque de liens. C'est fastidieux, Et là, t'as le truc qui arrive en mode en fait, tu t'es pas dit. Donc c'est la force, on le rappelle, des MCP, c'est une belle illustration de ce qu'est un MCP serveur. Je savais pas, donc c'est une couche de facilitation finalement pour qu'un agent puisse comprendre comment activer à distance votre application, comment manipuler votre application, tout au parti, parce que le MCP serveur va décrire certaines fonctionnalités et peut-être pas d'autres. Et en tout cas, on pourra à un moment permettre à l'agent d'utiliser la fonction recherche, la fonction modèle et de même peut-être la fonction ou que visualisation. Ça, on peut choisir ce qu'on ouvre dans l'apps parce qu'il faut que ce soit décrit.
il ne la comprendra pas. Mais du coup, c'est extrêmement puissant parce que du coup, on va vraiment faire un deep dive dans l'utilisation de l'outil. Donc, c'était l'illustration du MCP Server sur Power BI et Fabrics. Ça donne énormément d'idées derrière. On en reparlera très certainement. Et tout, donc, merci Lilia pour cette première intervention. Du coup, on va se dire ça comme ça parce que je pense que tu vas revenir nous raconter plein de choses après derrière. Ouais, je t'ai déjà ouvert une proposition sur la partie data agent dans Fabric et peut-être que tu reviendras nous expliquer ça. C'était du coup l'épisode 27 des têtes dans le cloud. Alors plus court en nombre de sujets, mais finalement beaucoup de choses à se dire comme d'habitude. Exact. On espère que vous avez apprécié l'épisode. N'oubliez pas de liker, de partager sur les réseaux sociaux, de commenter. Est-ce que le vibe coding ou le MCP serveur, Power BI vous a donné des idées? Et puis, on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, le 28, un spécial Noël, un spécial premier de l'an. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais ça sera un prochain épisode. Merci. Ciao. Ciao.